Eh ben, bienvenue à ce webinaire qui traite donc de comment devenir un conseiller en insertion professionnelle. Donc, je pense que tout le monde est connecté. Alors, je me présente, je suis Isabelle Beckrich, c'est écrit, donc responsable du pôle alternance à l'école de management et de l'entrepreneuriat, et je vous présente mon invitée Chloé Ngassa, qui est experte en technique de recherche d'emploi. Vous vous demandez si c'est possible de se former et de trouver un travail en tant que CIP. Eh bien oui, c'est possible et nous allons vous expliquer comment. Tout d'abord, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est l'EME, vous présenter le métier de CIP et ses débouchés, et je vais vous présenter la formation de conseiller en insertion professionnelle de l'EME. Chloé donc interviendra pour vous donner ensuite les clés pour rechercher une entreprise d'accueil et décrocher un CDI après la formation. Vous aurez des questions, un temps sera dédié en fin de présentation pour que vous puissiez les poser et nous y répondrons avec plaisir. Hop. Alors, je vais te laisser aller sur la slide. Voilà, parfait. Alors, l'école de management et de l'entrepreneuriat de la petite et moyenne entreprise, donc EME-PME, est un organisme de formation. Nous faisons partie du groupe BGE Picardie, donc on propose des formations à la création d'entreprises, des formations courtes, transversales, en français, en langue étrangère, de l'accompagnement professionnel, comme des VAE, des bilans de compétences, et des formations diplômantes. Quelques chiffres, l'EME forme environ 800 personnes chaque année. La satisfaction globale est de 9,04 sur 10. On affiche un taux de réussite aux examens de 88% et 98% de nos stagiaires recommandent de se former avec l'EME. Voilà pour les présentations. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que le métier de CIP, évidemment, vous intéresse. Mais déjà, qu'est-ce que le métier de CIP? Alors, le conseiller en insertion professionnelle favorise, par des réponses individualisées, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, mais aussi des adultes, qui rencontrent parfois des difficultés d'insertion ou de reconversion. Il prend en compte, du coup, les différentes dimensions, en fin de compte, de l'insertion, qui peuvent être donc l'emploi, la formation, le logement, la santé, le handicap, les questions de mobilité, d'accès aux droits. Et son action vise à aider les personnes à construire et s'approprier un parcours d'accès à l'emploi pour surmonter progressivement les freins rencontrés. Et quels sont les débouchés? Alors, le conseiller en insertion professionnelle peut travailler dans différents environnements, finalement, différentes structures, qu'elles soient aussi bien publiques que privées. Il peut donc exercer dans un établissement scolaire, par exemple le conseiller d'orientation qu'on croisait à l'école, dans les associations, auprès de la mission locale ou toute autre agence locale pour l'emploi, comme Pôle emploi, et des collectivités locales et territoriales. Il y a beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire aussi qui emploient des CIP, donc des structures d'insertion par l'activité économique, des centres d'hébergement, toute résidence à caractère social. Et puis, il intervient aussi dans le secteur privé pour certains organismes de formation, donc les conseillers formation par exemple, ou des cabinets en ressources humaines, donc en tant qu'attaché de recrutement aussi par exemple. Mais pour y arriver, pour être CIP, eh bien, il faut se former et décrocher le CDI. Alors, je vais vous présenter plus particulièrement la formation que nous déployons. Donc, nous ouvrons la formation de conseiller en insertion professionnelle en alternance. Et ce dispositif est ouvert à partir du mois de septembre 2023. La formation dure 19 mois et permet de valider un bac+2. Le rythme de formation est de 1 semaine de formation théorique dans le mois et 3 semaines de pratique. C'est un format original puisque la formation théorique est organisée à distance et en immersion dans l'entreprise. Vous avez donc, pendant cette semaine de formation théorique, vous avez bien un formateur en face à face, mais en visio. Du coup, il n'y a pas de problème de déplacement, pas de souci d'organisation, pas de questions de surcoût.
puisque vous vous rendez comme d'habitude dans l'entreprise. Et du coup, vous gardez aussi le lien avec votre tuteur. Enfin, la formation donc, est organisée sur 19 mois, contre 12, comme on le voit souvent, pour permettre un temps suffisamment conséquent sur le terrain, ce qui vous permettra d'être plus autonome à la fin de votre formation. Et c'est un atout non négligeable qui fera la différence au moment de l'embauche. Je vais laisser maintenant la parole à Chloé qui va vous donner les clés pour décrocher un CDI après avoir suivi la formation. Je n'avais pas l'audio qui est activé. J'ai vu la grimace de Johanna. Merci Johanna pour ta petite grimace. Donc, j'espère que vous allez toujours bien dans le chat. J'espère que la présentation d'Isabelle était relativement claire. N'oubliez pas qu'on aura une petite séance de questions à la fin. Donc, si vous avez la moindre question, aussi bien par rapport à ce qu'on va aborder là avec moi, que par rapport à ce qu'Isabelle vient de nous présenter, ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions juste à la fin de cet échange. Donc, pour ma part, moi, je vais vous parler de CDI, parce que c'est bien, hein, Isabelle l'a dit, vous allez vous former, c'est bien beau de se former, mais généralement, ce qu'il y a de plus compliqué, une fois qu'on a la formation, une fois qu'on a le titre, c'est de décrocher un poste. Et pour arriver à décrocher son poste, idéalement, il faudrait s'y prendre relativement tôt, il faudrait même s'y prendre pendant la formation. Isabelle vous l'a dit, un des gros avantages de la formation, c'est qu'elle est en alternance, c'est-à-dire que vous avez déjà vous êtes déjà en immersion dans une entreprise. Donc, les possibilités d'embauche, elles seront plus importantes parce qu'il y aura peut-être une possibilité déjà d'embauche au sein de votre organisme, hein, là où vous serez en alternance. Tout comme vous allez pouvoir vous décider, non, mais en fait, moi, je veux essayer, je veux voir autre chose, donc je vais aller frapper à la porte d'autres organismes. Et à ce moment-là, il faudra mettre en place toute une stratégie pour réussir à décrocher ce CDI. Et c'est un petit peu ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Quel est l'objectif de ce que je vais vous présenter? L'objectif, en fait, c'est que vous puissiez, donc à la fin de ce qu'on va voir, identifier tous les éléments, toutes les choses importantes qui vont vous permettre à décrocher votre futur CDI. On les identifie, mais derrière, ce qu'il y a de plus important, c'est la mise en pratique. Donc là, on va identifier ensemble, mais il faudra que vous soyez capable derrière de mettre également en pratique et je compte sur vous pour le faire. Pour atteindre cet objectif, comment est-ce que cette présentation est construite? Dans un premier temps, avant même de dire, vous le savez, il faut faire le CV, il faut faire la lettre de motivation, il faut préparer ses entretiens, mais avant même d'arriver à ça, il y a des choses à faire. Je vais vous le présenter. Ensuite, on va parler donc CV, qui est le fameux document de candidature par excellence en 2023 encore. Donc, je vais vous donner des clés pour créer un bon CV. On va parler lettre de motivation, votre meilleur ami, je n'ai aucun doute. Je vous donnerai quelques clés par rapport à ça. On va parler LinkedIn, votre deuxième meilleur ami. Et je vais souvent un petit peu vous titiller dans le chat pour faire quelques sondages à ce sujet-là. Et puis, on va parler entretien d'embauche. Mais une fois qu'on arrive à l'entretien, on a préparé son entretien, on réussit son entretien, on a une proposition d'embauche, mais en fait, le travail ne s'arrête pas là. Vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle la période d'essai. Donc, on va conclure avec comment est-ce que je vais m'assurer de valider ma période d'essai et de bien m'intégrer dans mon entreprise. Avec quelques tips à ce sujet. Dites-moi dans le chat si ça vous va, ce sommaire. Si vous m'entendez toujours bien, dites-moi un petit peu dans le chat pour que je puisse continuer sereinement. Super. Merci Frédéric. Bienvenue à toi. Super. Merci tout le monde. Bon, ben c'est parti. On va commencer par ce que je vous recommande. Merci Lilembo. Bienvenue à toi, Vanessa. Bienvenue Sandra. C'est parti. Avant toute chose, je vais me présenter. Hein. Probablement, vous dites, mais c'est qui cette personne-là qui nous crie dessus comme ça à 6h30? Donc déjà, je m'excuse hein, parce que c'est vrai que je parle un petit peu fort. Donc, je m'excuse déjà pour ça. Je m'excuse aussi parce que vous allez peut-être remarquer, mais des fois, il y a des variations de ma voix. Ça dépend de l'émotion, l'intensité de l'émotion que je mets dans ce que je dis ou pas. Donc, il y aura des fois 2-3 petits changements. Ne prenez pas peur, c'est la même personne. Et pareil, des fois, mon accent, je suis camerounaise d'origine, des fois, il y a mon accent qui revient quand je parle des sujets piquants. Donc, pareil, ne prenez pas peur, tout va bien. Donc, moi, vous l'avez compris, Chloé Ngassa, donc moi, j'accompagne les personnes en recherche de CDI, d'alternance ou de stage. Donc, c'est vraiment les trois thématiques, entre guillemets, principales que je traite à décrocher
un poste. Leur poste, ce n'est même pas un poste, mais c'est le poste auquel ils aspirent. C'est ça l'objectif, ce n'est pas de décrocher un poste, parce que tout le monde peut décrocher un poste, mais décrocher le poste vraiment de ses rêves, c'est un peu plus compliqué et je vous aide à y arriver. J'ai été récemment nommée LinkedIn Top Voice Emploi, donc en janvier 2023, et j'ai validé le titre de formatrice professionnelle d'adulte. Donc, j'ai créé même cette formation autour des techniques de pédagogie que j'ai apprises grâce à cette formation de formatrice professionnelle d'adulte, que j'ai d'ailleurs passée au sein de l'EME, je le précise. Sur les réseaux sociaux, il y a 70 000 personnes qui me suivent, un peu plus aujourd'hui, donc merci d'ailleurs, peut-être que parmi vous, il y en a qui me suivent sur LinkedIn, Instagram. Et une petite anecdote sur moi, j'en ai deux. La première, c'est que vous le remarquerez peut-être, je ris tout le temps. Même quand je suis énervée, je ris. Même quand je dors, je ris. Et la deuxième anecdote, c'est que j'adore voyager. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me représente. Passons aux choses sérieuses maintenant. On va parler de ce fameux CDI qu'on veut décrocher. Donc, avant toute chose, aujourd'hui, vous avez déjà cette chance, plus ou moins, de savoir où vous voulez aller. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par la formation de CIP. Donc, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Mais maintenant, ce qui est intéressant de faire, avant de dire ben, je vais trouver mon CDI une fois que vous aurez terminé la formation, je vais mettre en place une stratégie, c'est de se dire concrètement, qu'est-ce qu'on attend de moi pour ce métier de CIP? C'est ce qu'on appelle donc une enquête métier. Avant de rédiger vos documents de candidature, il faudrait déterminer pourquoi est-ce que vous les rédigez. Parce que cela vous permet de savoir, OK, par rapport à mon parcours, j'ai peut-être tel élément que je peux mettre en avant parce que de l'enquête métier que j'ai faite, je sais que pour le métier de CIP, on va me demander de la pédagogie, on va me demander du sens du contact, on va me demander de l'autonomie, par exemple, de l'indépendance, de l'organisation. Tous ces points-là, c'est des choses que vous allez découvrir grâce à l'enquête métier. Quelles sont les missions qu'on va me demander d'effectuer? Quel est le savoir-faire qui est nécessaire pour le métier de CIP? Quel est le savoir-être nécessaire? Quelles sont les compétences comportementales? J'en parlais tout à l'heure. Le sens du contact, la pédagogie, assurément. Quel est le vocabulaire métier? Aujourd'hui, on a dit CIP, vous savez tout ce que c'est, mais je peux vous dire que si demain je rencontre quelqu'un en route et je lui dis « Hello, tu viens à ma réunion pour le métier de CIP », il va me dire « Mais de quoi tu me parles ?» Donc déjà, rien que cet acronyme entre guillemets CIP, rien que ça, on est déjà dans du vocabulaire métier. Donc on se dit déjà « OK, on a affaire à quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle ». Donc réfléchissez bien à quels sont ces termes-là qu'il va falloir que j'utilise pour mettre en avant. Par exemple, ça peut être des stagiaires, ça peut être des apprenants, ça peut être vraiment ces petits termes-là, mais qui sont propres au métier de CIP. Et ça va vous permettre, du coup, d'agrémenter un petit peu vos documents de candidature, votre lettre de motivation, votre profil LinkedIn, la partie où vous allez vous présenter, ce que vous allez dire en entretien. Donc ça, vraiment, c'est non négociable. Avant de rédiger votre CV, faites déjà cet exercice-là. Grâce à ça, vous déterminez votre parcours, vous refaites le point de « OK, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà comme formation? Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment est-ce que je peux illustrer ce que je peux apporter? » Et je le mets en relation avec ce qui est demandé pour le métier. Formule magique, vous avez de quoi remplir votre CV et votre lettre de motivation. Une fois que vous avez fait ça, c'est bien beau de se dire « je maîtrise le métier », mais par contre, autour du métier, il y a aussi ce qui se passe. Il y a le secteur d'activité, il y a le marché de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Vous devez avoir cette posture d'expert-là. Donc, vous devez connaître quelques chiffres. Vous devez savoir ce qui se passe pour le métier de CIP aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficilement… Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement? Est-ce qu'il y a des difficultés de recruter en CIP? Ce n'est pas la même posture hein, quand vous êtes sur un métier pénurique ou si vous êtes sur un métier qui est largement ouvert. Ce n'est vraiment pas la même posture. Est-ce qu'en fonction des régions, il y a peut-être plus de possibilités? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait dans certaines régions, d'autres qu'on ne fait pas dans d'autres régions? Les Hauts-de-France, on sait que c'est une des régions où il y a peut-être énormément de chômage, donc peut-être qu'il y aura un peu plus de facilité à trouver des organismes qui feront appel à vous, ainsi de suite. Combien on est quand même là pour qu'on se le dise, hein, même si c'est un métier avec une forte valeur d'attachement sentimental, finalement, il faut quand même qu'on puisse payer ses factures, parce que si on est bien financièrement, on est plus apte aussi et plus enclin à accepter un peu les différents profils qu'on va recevoir à donner de notre personne. Donc, quelle est la rémunération? Comment ça se passe? Est-ce que c'est non négociable? Est-ce qu'il y a des éléments que je peux négocier? Et enfin, où est-ce que ça va m'amener? Est-ce qu'aujourd'hui, si je choisis le poste de CIP, est-ce que ça veut dire que pendant mes 30 prochaines années, je resterai CIP? Est-ce qu'il y a des évolutions possibles?
Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire dans l'organisme de formation où je vais être intégrée? C'est des questions que vous devez vraiment vous poser avant de vous lancer. En tout cas, c'est ma recommandation. Une fois que vous avez la réponse à toutes ces questions-là, ben là, on va pouvoir dire, OK, maintenant, je vais rédiger mes documents de candidature. Donc, les documents de candidature, vous l'avez bien compris, hein, CV, lettre de motivation, profil LinkedIn. Commençons avec le CV. Juste là, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire, parmi vous, si tout le monde a un CV déjà de prêt? Juste que je vois un petit peu oui ou non si vous avez votre CV. Alors, c'est très communicatif, merci. Vivant, oui, oui. Et s'il y a une personne qui ne l'a pas, je veux bien voir le nom. Je ne vais pas mettre la personne à la porte, mais c'est bon à savoir. Donc, tout le monde a un CV à ce que je vois. Super. Merci à tous pour vos retours. Donc, oui, j'ai déjà un CV, Sandra qui le dit aussi, Mélanie. Vous avez tous un CV parfait. Donc, vous allez comprendre un petit peu de quoi je vais parler. Qu'est-ce qu'un bon CV? Honnêtement, la première chose que vous devez retenir, c'est que le CV a un seul objectif. Un seul. Le but du CV, ce n'est pas de vous présenter. Non. Parce que si vous vous présentez et que vous le faites mal, ce sera objectif non atteint. L'objectif du CV, c'est d'avoir un entretien. Il n'y a qu'à ça que ça sert. C'est un outil qui vous permet de décrocher un entretien d'embauche. C'est un support qui permet au recruteur de déterminer si votre profil est en adéquation avec ses besoins et s'il a l'envie suffisante, en tout cas, d'en savoir un peu plus sur vous. Donc, gardez à l'esprit que l'objectif de mon CV, c'est d'avoir un entretien d'embauche, ni plus ni moins. Qu'est-ce que cela veut dire donc concrètement? Cela veut dire qu'il va falloir qu'on voit un petit peu à quoi peut ressembler un bon CV. Qu'est-ce qu'un CV efficace? Pour vous éclairer sur le sujet, vous remarquez que j'aime bien jouer avec les lettres. Hein. Je me suis servi du terme efficace pour vous dire à quoi est-ce que pourrait ressembler un bon CV. Première chose, un CV efficace, c'est un CV qui est exact. On ne ment pas dans le CV, on ne triche pas, on ne rajoute pas des dates qui ne sont pas vraies. On ne dit pas qu'on parle anglais couramment alors qu'on ne sait même pas conjuguer un verbe au past tense. On dit la vérité dans son CV et rien que la vérité. Deuxième point, un CV efficace, donc le F, c'est pour fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle au métier que je vise. Si j'ai une offre d'emploi, fidèle à l'offre d'emploi. Je dois me servir de cette base-là pour rédiger mon CV. Sinon, ça fait un CV bateau qui passe partout et qui ne parle finalement à personne. Personnalisez votre CV. Troisième point, le deuxième F, factuel. On veut des chiffres, on veut des résultats, on veut des accomplissements. Vous n'êtes pas des robots pour me dire dans le CV, j'ai effectué telle tâche, telle tâche, telle tâche. Non, j'ai apporté ça en effectuant cette tâche. Mais ce qui va te différencier des autres candidats, ce sera ce que tu as apporté. Ce ne sera pas les tâches que tu auras effectuées, que tu auras effectuées. Parce que les tâches, par définition, tout le monde sait le faire. Quand je vois accueil client sur un CV, mais qui n'accueille pas les clients en fait? Les personnes qui occupent ce poste ont accueilli des clients. Maintenant, moi, ce qui va peut-être me parler, c'est que tu me dises le nombre de clients que tu as accueillis pendant une semaine, pendant un mois, je ne sais pas, ou le taux de satisfaction des personnes qui sont venues vers toi, des choses comme ça. C'est ça qui va intéresser. Ce n'est pas le fait que tu saches accueillir les clients, parce qu'accueillir les clients, tout le monde le fait. En tout cas, tous ceux qui ont déjà occupé ce poste-là. Quatrième point, le I, impeccable. Les fautes d'orthographe, c'est zéro, les amis. Aucune excuse. On est en 2023. Il y a des extensions que vous pouvez installer sur votre ordi. Ça vous corrige automatiquement les fautes. Je ne comprendrai jamais comment est-ce que les gens peuvent faire des fautes d'orthographe sur un document aussi important. On ne parle pas d'un texto qu'on envoie comme ça à la va-vite. On parle d'un document qui nous représente et qui va donner au recruteur une première impression de nous. Donc, relisez-vous. Faites-vous relire. Parce que ça ne suffit pas de se relire, parce qu'on peut voir, même moi qui, je pense en tout cas, qui suis OK avec l'orthographe, ça m'arrive de faire des fautes comme tout le monde. Il y a des choses que je ne ferai peut-être pas. Donc, relisez-vous et faites-vous relire. Si besoin, si vous avez vraiment des difficultés, faites appel à un proche à vous qui, vous savez, a moins de difficultés que vous, ou si vous avez le budget pour, faites appel à un relecteur. Franchement, c'est un seul document, ça vaut le coup. Captivant. On oublie tous les trucs superflus que je peux voir dans le CV. Des fois, je vois des CV arc-en-ciel. Mais quoi, en fait? Quel est le message que vous souhaitez faire passer avec des choses exubérantes, surtout pour le métier de CIP? On ne s'attend pas à ce que vous soyez la personne, je ne sais pas moi, la personne la plus colorée qui soit non plus. Quoi. Le CV doit aller droit au but. Il doit donner les bonnes informations à la bonne personne de la bonne façon. Donc, captivant, c'est dans le sens où on enlève tout ce qui est superflu. Actuel, on s'assure, là, aujourd'hui, vous allez, si vous inscrivez à la formation de l'EME,
Ça veut dire que vous avez une formation à venir. À partir du moment où vous êtes inscrit à la formation, vous devez mettre à jour votre CV et préciser la formation à venir. Donc, rassurez-vous toujours que votre CV soit le plus actualisé possible parce que généralement, c'est avec les choses actuelles que le recruteur va plus ou moins, en tout cas, prendre sa décision ou en tout cas, ça va donner une indication au recruteur sur le chemin que vous prenez. Cohérent. Il faudrait qu'il y ait une suite logique. On commence par l'expérience la plus récente et on termine par l'expérience la plus ancienne, dans l'ordre. Il n'y a pas d'expérience à 2020-2021 pour revenir à 2018 et après pour revenir sur 2019, par exemple. On fait les choses dans l'ordre. Et enfin, le dernier E pour exemplaire. Voilà ce que c'est qu'un CV efficace. Et exemplaire, c'est mon préféré. C'est vraiment celui qui conclut tout. Si quand vous avez terminé de rédiger votre CV, vous dites, mais en fait, même moi, j'ai honte de mon CV, ou je ne suis pas sûre, je ne peux pas marcher avec ce CV accroché sur le dos, faire le tour de la ville. Si vous avez ce sentiment-là, c'est qu'il n'est pas exemplaire et c'est qu'il faut le retravailler. Vous devez, à la fin, vous dire, vous-même, vous devez être fier de votre CV et vous dire, lui, je pense que Chloé, elle va l'utiliser pour sa prochaine présentation autour du CV. Et là, à partir de ce moment-là, si vous remplissez ces 8 critères-là, je peux vous assurer que vous aurez, quoi qu'il en soit, un bon CV. Qu'est-ce qu'on met dans le CV? Quelles sont les catégories obligatoires? Le titre, votre identité, bien évidemment, on commence par ça, l'identité, le titre, vos expériences professionnelles, vos coordonnées. Il va falloir qu'on puisse quand même vous contacter, hein. Ce serait le comble qu'on ne puisse pas vous contacter. Et la formation, ça, c'est vraiment ce qui est d'obligatoire. Les autres catégories sont accessoires, recommandées pour certaines, mais pas obligatoires. La phrase d'accroche, je la recommande, mais elle n'est pas obligatoire. Les compétences techniques et les compétences humaines, vous pouvez en parler dans vos expériences professionnelles. Donc, ce n'est pas obligatoire de créer des sections pour ça. Et enfin, les centres d'intérêt, on ne va pas débattre dessus, hein, mais on sait très bien qu'il y en a qui sont pour, qu'il y en a qui sont contre. Donc là, pareil, on n'est pas sur quelque chose d'obligatoire. Les erreurs à éviter au niveau du fond sur le CV. Première chose, si vous voulez mettre une photo, soit on n'en met pas, soit on s'assure qu'elle est carrée, qu'elle est propre et qu'on sourit. Sinon, pas de photo, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, pas en France. Deuxième erreur, ça on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, on n'est pas là pour montrer aux recruteurs qu'on a des talents de dessinateur. Si vous avez le moindre doute, vaut mieux aller sur quelque chose de très basique. Troisième erreur, pardon. Pareil, je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai quand même mis cette statistique qui est super intéressante à mon sens. C'est 3 fois plus de chances que votre CV passe à la trappe s'il y a des fautes d'orthographe. Donc, les amis, relisez-vous. Un CV qui doit être esthétique et lisible. On fait quelque chose de carré. N'oubliez pas, c'est la première impression que vous donnez au recruteur. Pensez à renommer votre CV. Je vois des trucs, des fois, je me dis, mais je vois des IMG ou je vois le CV de, je ne sais pas, le CV, le nom et le poste visé. Ça, c'est une dénomination de fichier professionnel. Vous devez montrer votre professionnalisme jusqu'au bout. Et enfin, sur le fond, une autre erreur à éviter, c'est le fait de faire un CV de plus d'une page ou au contraire, pardon, de faire un CV d'une demi-page. Le CV doit tenir sur une page qui doit être complète. Au niveau de la forme, des erreurs à éviter. La première erreur, c'est les chiffres. J'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Je rappelle aussi pour les verbes. On est en action. J'ai assuré l'accueil de plus de 40 clients par semaine. J'ai réalisé, je ne sais pas moi, plus de 10 newsletters voilà, où j'ai obtenu un taux d'engagement à plus de 90%. J'ai contribué à ceci, j'ai développé cela. On veut des verbes, on veut de l'action. Le titre de votre CV doit correspondre au titre de l'offre, au titre du poste. Donc, vous, ce sera conseiller en insertion professionnelle. Vous pouvez mettre un petit sous-titre en bas en disant peut-être bilingue anglais-français si vous parlez d'autres langues. Vous savez que vous aurez probablement beaucoup de chances d'avoir un public étranger. Donc, si vous avez des langues, peu importe lesquelles, pour le coup, ce sera super pertinent de mettre cela dans votre CV, de le mettre en avant. Peut-être que vous parlez 3 langues, dont votre dialecte. Là, pour le coup, c'est super pertinent de le mettre en avant. Les mots-clés, si vous avez une offre d'emploi, ça, je vous l'ai dit, hein, on personnalise le CV. N'oubliez pas, c'est quelques secondes pour que le recruteur se dise « Ok, ce CV va m'intéresser, celui-là, non », et pour qu'il le mette à la poubelle. Donc, faites vraiment attention. On oublie les mots bateau et on ne ment pas. Je vous l'ai dit, c'était la deuxième caractéristique du CV efficace. Non, c'était même la première, exact. Le CV doit être exact, on ne ment pas dans son CV. Quelques outils de création, certains que vous connaissez probablement.
Voilà, Canva, c'est sûrement le plus utilisé. Il est gratuit. En tout cas, il y a une version gratuite et vous avez une bibliothèque énormissime de CV. Faites juste attention au modèle que vous choisissez. Prenez la peine de bien personnaliser les choses quand même. On passe à la lettre de motivation à présent. Qui parmi vous rédige une lettre de motivation? Dites-moi un peu dans le chat. Je suis curieuse. Oui ou non pour la lettre de motivation? Ah, donc j'ai des oui, toujours. Ah ben là, je suis surprise pour le coup. Non pour Nicolas, ça je m'en doutais bien. Mais j'ai plus de oui que de non quand même. Donc, OK, super. Merci Sabrina pour ce retour. Merci à tous. La première chose, et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, Nicolas, peut-être tu me diras si je me trompe, mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne rédigent pas la lettre de motivation. C'est parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Quel est l'objectif d'une lettre de motivation? Si tu as compris c'est quoi l'objectif, je pense que tu comprendras pourquoi c'est important. Deux objectifs principaux. Le premier objectif, son nom l'indique, motivation. Grâce à ma lettre de motivation, je montre au recruteur la motivation que j'ai à rejoindre son entreprise pour ce métier. Une entreprise spécifique et un poste spécifique. Les amis, Nicolas, si tu ne rédiges pas de lettre de motivation, à quel moment est-ce que tu vas pouvoir le montrer au recruteur? C'est le seul outil qui te permet de le montrer. Dans ton CV, tu ne peux pas parler d'une entreprise. Tu ne vas pas rédiger une phrase en disant je ne sais pas moi, l'EME, PME est une entreprise qui est ouf ici, mais dans laquelle j'aimerais tellement travailler. On ne le dit pas dans le CV. Bon, on ne dit pas ça dans la lettre de motivation non plus, en tout cas pas comme ça, mais tu comprends bien que ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir mettre en avant si tu ne rédiges pas de lettre de motivation. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être déterminant dans l'envie qu'aura le recruteur de t'inviter en entretien ou pas. Et le deuxième point est très, très important aussi, c'est que finalement, en plus de montrer la motivation, l'autre intérêt de la lettre de motivation, c'est je te montre que je veux rejoindre ton entreprise et en plus de ça, je te montre que je suis la bonne personne pour rejoindre ton entreprise. Tu me diras peut-être, Nicolas, on le fait déjà avec le CV. Sauf que la lettre de motivation te permet quand même de détailler les éléments les plus pertinents de ton CV. Là où sur ton CV, tu vas juste mettre un point, dans ta lettre de motivation, tu vas pouvoir illustrer ce point parce que tu auras beaucoup plus de marge, beaucoup plus d'espace et de place. Donc, gardez vraiment ça à l'esprit. Et quand vous avez terminé votre lettre de motivation, posez-vous la question, est-ce que, quand il va lire ce recruteur, ou vous faites l'exercice même avec un frère, une soeur, un ami, vous lui dites, OK, voilà les lettres de motivation que j'ai rédigées. Dis-moi, est-ce que quand tu la lis, est-ce que tu comprends que je suis motivée à rejoindre l'entreprise et est-ce que tu comprends que je suis le bon profil? Franchement, si vous posez ces deux questions-là et si vous répondez à l'affirmative, après, c'est juste une question de mise en forme. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'une bonne lettre de motivation? On doit voir ton intérêt pour le poste. On doit voir que tu as compris pourquoi l'entreprise recrute. Vous devez faire ces recherches-là. On doit voir en quoi ton profil il est adéquat. Ça, c'est ce que je vous l'ai dit. Et on doit voir que tu te projettes. L'une des craintes des recruteurs, c'est de faire des mauvais recrutements. CV, elle aime valider. Entretien, on arrive en entretien, le profil, il plaît. Période d'essai, mais en fait, on se rend compte que non. Pour X ou Y raison, par exemple, tu diras, ben non, en fait, c'est pas trop ce que je veux faire. Non, j'ai changé d'avis parce que c'est parce que ça. Rédiger une lettre de motivation te fait te poser les bonnes questions. Concrètement, là où je vais, là, pourquoi est-ce que je vais y aller? Comment est-ce que je me projette? Où est-ce que je me vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je me vois faire? Qu'est-ce qui m'anime vraiment à faire ce métier-là au sein de cet organisme-là? Et ça, tu dois réussir à le transmettre dans ta lettre de motivation. La structure que moi, je vous recommande, les coordonnées, vos coordonnées en haut à gauche, les coordonnées du recruteur ensuite à droite, la date, l'objet, les pièces jointes si vous avez des pièces jointes, CV, ça peut être lettre de recommandation, ça peut être portfolio si vous avez un portfolio. Madame ou monsieur, ce n'est pas madame, monsieur, hein, c'est l'un ou l'autre. Il faut trouver le destinataire de votre lettre de motivation. Vous, toujours commencez par l'entreprise. Moi, là où vous mettez en avant l'adéquation avec votre profil et nous, là où vous mettez en avant la projection de l'entreprise. Si on revient sur ça, vous voyez que ça correspond à ça. Dans un premier temps, je parle de l'entreprise. Ensuite, je parle de mon profil. Et enfin, je parle de ma projection au sein de l'entreprise. Super important. Et vous concluez avec une formule de politesse. Simple comme bonjour. Une fois qu'on a ça, ce qu'il ne faut surtout pas commettre comme erreur, c'est ne pas convertir le fichier, ne pas renommer le fichier. Ça, on l'a vu comme le CV. Hein. Les fautes d'orthographe comme le CV. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'envoie pas de lettre de motivation à madame et monsieur ou bien à qui de droit. On trouve un nom. Si c'est à
Isabelle Bécriche, qui est responsable pour l'alternance à l'EME. Dans ce cas, ce sera Madame, virgule, et puis on va commencer sa lettre de motivation. Il faut absolument qu'il y ait un destinataire. Le dernier outil de candidature qu'on va voir ce soir, c'est le profil LinkedIn. Dans le chat, dites-moi parmi vous si vous avez un profil LinkedIn. Et s'il y en a qui n'en ont pas, je veux bien. Donc, j'ai du oui, j'ai du oui. Franchement, je ne sais pas si… je ne sais pas comment ça se fait, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des gens qui sont plutôt à jour. Donc, honnêtement, vous, je pense que vous n'aurez peut-être pas trop de difficulté à décrocher votre CDI de CIP. Bon, ben super, ça fait plaisir à voir en tout cas. Merci pour vos retours. Ce fameux profil LinkedIn-là, à quoi est-ce que ça va vous servir? Je vous ai mis 4 points. Je ne vais pas vous demander de choisir parce qu'en réalité, LinkedIn sert à tout ça. En ce qui va vous concerner aujourd'hui, ce sera peut-être pour décrocher des opportunités. Mais à côté, dites-vous aussi que LinkedIn sert à avoir un bon réseau. Parce que si vous avez un réseau qui est suffisamment bon, je peux vous dire que vous n'aurez même peut-être pas besoin d'envoyer des CV. Il y a des gens qui n'ont jamais envoyé des CV dans leur vie et qui font tout avec le réseau. Vous avez LinkedIn Learning pour vous former. Vous pouvez vous former aussi sur LinkedIn. Il y a plein de formations qui sont gratuites. Et LinkedIn sert aussi, ça, on le sait. Je m'informe sur mon secteur d'activité. Est-ce que je suis abonnée à la page de l'EME, par exemple? Il y a plein de groupes sur Facebook autour des conseillers en insertion professionnelle. Est-ce que je fais partie de ces groupes-là? Est-ce que je suis abonnée à des organismes qui m'intéresseraient? C'est ça aussi le rôle de LinkedIn, c'est de faire cette veille-là qui se fait un peu naturellement parce que finalement, ça vous permet d'être sur les réseaux, mais en l'utilisant à bon escient. Parce qu'il y en a qui y sont, mais on a l'impression qu'ils n'y sont pas. On ne les voit pas, on ne les sent pas, on ne les entend pas. Mais quand tu décides d'y être, c'est quand même pour pouvoir bien l'utiliser. Quelques chiffres clés super importants pour vous. 25 millions en France. 25 millions, les amis, c'est plus de 80% de la population active française. 25 millions de membres inscrits en France. C'est-à-dire que la probabilité que le prochain interlocuteur que tu auras, le prochain recruteur que tu auras pour candidater, la probabilité qu'il soit sur LinkedIn est, pour les recruteurs, je pense même que c'est 99,9% en fait, la probabilité qu'il soit sur LinkedIn. 500 000 entreprises françaises, ton futur organisme de formation, il est sur LinkedIn, ou au moins tu auras quelqu'un qui travaille sur LinkedIn, c'est quasi sûr. 20 millions d'offres d'emploi dans le monde, donc peut-être même ton poste de CIP, ton offre d'emploi pour ton prochain poste, tu vas la trouver sur LinkedIn. Et 6 000 personnes embauchées chaque jour dans le monde. Les amis, LinkedIn, ce n'est pas une option. Et ça m'a rassuré de lire vos réponses dans le chat parce que du coup, je me dis, vous l'avez déjà compris, je n'ai même pas besoin de vous le répéter. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que c'est bien beau, vous m'avez tous dit oui, 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 j'y suis. Maintenant, si je vous demande qui est actif, ben tiens, on va peut-être faire ça là. Et j'ai vu tous ceux qui ont dit oui, Sandrine, Laurence, Camille, Mélanie, Frédéric, Nicolas, je vous vois là. Dites-moi qui est actif sur LinkedIn. Et ceux qui n'ont pas répondu aussi, Johanna, je n'ai pas vu ta réponse. Ceux qui n'ont pas répondu, moi, je veux voir, je veux savoir. Qui est actif sur LinkedIn parmi tous ceux qui ont répondu? Actif ou pas actif? Quasi quotidien, Nicolas, moi, actif. OK, bon, ben, ça va alors, je suis rassurée. Relativement, mais j'en étais sûre. Sabrina qui dit relativement actif et Camille qui dit depuis ma recherche d'emploi, oui. C'est dommage d'en arriver à j'attends d'abord de chercher un emploi pour m'activer. Mais maintenant que tu le sais, Camille, t'inquiète pas que je compte sur toi pour y aller à fond. Et une fois que tu auras décroché ton poste, pour continuer à être active sur le réseau social professionnel numéro 1 au monde et en France. Merci pour tous ceux qui ont répondu. Du coup, le profil, il doit être optimisé. Qu'est-ce qu'un profil optimisé? J'ajoute une photo de profil, j'ajoute une bannière, hein, c'est ce qui est derrière la photo de profil. Je mets un titre. Donc, votre titre, ça pourrait être, par exemple, conseiller en insertion professionnelle en devenir. Et quelques mots-clés en lien avec le métier de CIP. Déjà, rien que ça, vous savez que tous les recruteurs qui vont chercher un conseiller en insertion professionnelle, même si vous êtes en formation, vont tomber sur votre profil. Vous avez déjà mis le mot-clé. Ce n'est pas étudiant ou je ne sais pas ce que je vois souvent, ou ne me mettez pas en titre si vous êtes en reconversion, votre ancien poste, ou le poste que vous occupez actuellement, même si vous pensez changer de poste. On met le titre est le plus fidèle au métier qu'on vise. C'est comme le CV. On remplit la partie information là, à propos de moi. Il n'y a rien de pire pour moi que d'aller sur un profil. Parce que dites-vous les amis, hein, surtout vous qui êtes actifs, c'est que quand vous communiquez auprès d'un inconnu sur LinkedIn, le premier réflexe que la personne aura, ce sera d'aller regarder votre profil. Plus vous êtes professionnel à ce niveau, plus vous avez des chances que la communication aboutisse.
Parce que moi, déjà, s'il y a quelqu'un qui m'écrit, déjà, je vois qu'il n'a même pas de photo, je me dis, est-ce que c'est un robot? Déjà, je prends peur. Donc, je vais quand même aller sur le profil pour voir, parce que des fois, OK. Et si en plus de ça, je vois que le profil n'est pas rempli, voilà, moi, je ne vais pas manquer à répondre personnellement. On remplit tout sur le profil. Ça, c'est la base. Et là où je vais me dire, là, vous avez atteint un niveau supérieur, la Camille, Sabrina, Mélanie, tout ce que j'ai vu là, Johanna, Sandra, Laurence, Frédéric, Nicolas, c'est quand je vais voir que vous avez des certificats, quand je vais voir que vous avez mis vos actions bénévoles, quand je vais voir que vous avez des recommandations, alors là, je me dis, ça, c'est un profil 5 étoiles. Donc, vraiment, les amis, si vous avez ces 10 points-là sur votre profil LinkedIn, si vous attelez déjà à avoir au moins ces 10 points, je peux vous dire que vous optez déjà, vous avez déjà une posture relativement différente de plus de, je pense, 90% des personnes qui sont sur LinkedIn. Donc, je compte sur vous pour ça. Il y a aussi une remarque qu'on me fait souvent quand je dis, mais pourquoi tu n'es pas sur LinkedIn? Ouais, mais moi, je ne connais personne, je ne sais pas comment avoir un réseau. Mais les amis, pourquoi aller chercher loin? La première chose à faire quand on veut développer son réseau, c'est de commencer par les gens qu'on connaît. Commencez par vos proches. La dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit, ouais, mais ma maman, elle n'est pas sur LinkedIn, mon cousin, il n'est pas. Tu n'en sais rien. Vous n'en savez rien. C'est déjà parce que vous supposez, en fait. Les gens supposent, mais ils ne vérifient même pas. Moi, ma mère, elle est sur LinkedIn. Après, je ne dis pas que toutes les mamans sont sur LinkedIn, hein, mais j'ai des cousins, j'ai des tantes, j'ai des. Après, bon, moi, je suis camerounaise, je peux vous dire que des tantes, j'en ai même que je ne connais pas, probablement. Mais de façon générale, si vous cherchez bien, ça peut être des amis. Tiens, on va parler de ces fameux proches-là. Donc, ça peut être la famille, c'est ce que je vous disais. Si vous me dites, moi, je n'ai pas de famille, je suis fils unique ou je suis fille unique ou je ne sais pas quoi, ou ma famille n'est pas sur LinkedIn, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Les amis, OK, vous allez peut-être me dire, moi, je n'ai pas d'amis, je suis Rémi sans famille, sans amis. OK, next. L'université, vous n'allez pas me dire, moi, je n'ai jamais fait de formation, je n'ai pas fait de lycée, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de BE, je n'ai rien, ce n'est pas possible. Donc déjà là, vous voyez déjà que votre, voilà. Pas de raison, on n'a aucune excuse pour ne pas développer son réseau. Les loisirs, vous allez me dire, je n'ai pas de loisirs. OK, je continue. Les contacts professionnels, vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais effectué un stage, que vous n'avez jamais effectué un CDI, que vous n'avez jamais effectué un job étudiant. Toutes ces personnes-là, faites des recherches. Même si ce n'est pas forcément des gens avec qui vous étiez meilleurs amis, meilleurs copains, là, on est là pour développer son réseau. On n'est pas là pour développer le réseau des personnes qu'on va appeler à minuit pour parler de nos peines sentimentales ou quoi que ce soit. On est sur un réseau professionnel. On veut échanger avec des personnes qui pourront potentiellement nous dire, ah, ben tiens, d'ailleurs, j'ai vu que tel cherchait dans ça, ou j'ai entendu que si faisait ça, ou qui vont mettre un post sur leur profil qui va nous faire tilt et nous dire, ah oui, en effet, super pertinent. Et enfin, là, aujourd'hui, les amis, on est là. Je suis en contact virtuel pour vous aujourd'hui. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte ou qui ne sont pas connectés avec moi, ben voilà, déjà un contact que vous avez. Vous savez, Isabelle Bécriche qui est là, de l'EME-PME. Vous avez déjà un contact à aller rajouter sur LinkedIn. Vous participez probablement à plein de conférences. Ça, c'est l'occasion, justement, à chaque fois, prenez les noms des personnes qui animent ces conférences-là. Ce sont des personnes qui, derrière, potentiellement, vont soit recruter ou vont pouvoir vous ouvrir des opportunités. Prenez ce réflexe-là et vous verrez qu'il n'y aura plus d'excuses. Et le dernier point, c'est, OK, si tu me dis, ben, malgré tout, j'ai aucune connexion, j'ai aucun proche, je ne connais personne, voilà. Mais dans ce cas, tu vas faire des recherches et tu vas commencer à rajouter des gens que tu ne connais pas, mais à qui tu vas envoyer un message personnalisé. Ça peut être des personnes dans les ressources humaines, ça peut être des personnes dans le métier de CIP, des personnes qui sont dans l'insertion professionnelle, on en a parlé. Ça peut être des salariés de l'entreprise, d'une entreprise où tu as travaillé, mais pour laquelle tu ne travailles plus. Tu peux juste envoyer un message en disant, j'ai vu que comme moi, tu as été blablabla dans telle entreprise. Est-ce que ça dirait que nous nous connections? Quelque chose comme ça. Ça peut être d'autres personnes de ton école, de ton université, avec qui tu ne communiquais peut-être pas, mais qui ont fait la même école. J'ai déjà moi-même reçu un message de demande de connexion d'une fille qui m'a dit, j'ai vu que tu as fait l'université de Léon, moi aussi j'y étais en telle année, est-ce que ça dirait qu'on se connecte? J'ai rajouté la personne. Ça peut être des leaders d'opinion. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent, ça peut être dans la politique. Moi, je ne suis pas politique, mais on ne sait jamais. Ça peut être en lien avec la politique, ça peut être en lien avec un secteur d'activité précis, mais ça peut être des personnes qui sont connues, qui sont vraiment des leaders dans ce secteur d'activité. Et demain, si vous avez un organisme qui vous fait de l'œil, vous vous dites, moi, j'aimerais vraiment, vraiment travailler dans cet organisme-là, commencez déjà par essayer de déceler, OK, telle personne peut être décisionnaire, telle personne pourrait être peut-être mon N+1. Je vais commencer à voir ce qu'il fait sur le réseau. Je vais commencer à le suivre sur LinkedIn, à interagir un peu avec ses posts.
et les choses se feront naturellement après. Donc, zéro excuse. Est-ce que tout est clair pour vous par rapport à ça, par rapport à LinkedIn? Je suis obligée d'aller un peu vite parce que comme vous avez vu, hein, l'agenda, il est chargé. Donc, bon, ben super. Ravi. Juste une petite subtilité sur LinkedIn que je veux voir avec vous, ça concerne donc ces fameuses demandes de connexion. Je vous ai dit que quand vous ne connaissez pas les gens, il faut envoyer des demandes de connexion. Donc, vous avez deux possibilités sur LinkedIn, soit la possibilité de se connecter, comme vous voyez là à gauche, ou la possibilité de suivre la personne à droite. Alors, quand vous vous connectez à quelqu'un, généralement, vous la suivez automatiquement. La connexion veut dire en fait que la personne, si elle accepte la demande, ça veut dire que vous êtes connecté à la personne et la personne est connectée à vous. C'est-à-dire qu'elle verra ce que vous faites et vous verrez ce que la personne fait. Quand vous suivez la personne, en fait, la personne n'est même pas au courant, plus ou moins, elle n'a rien à accepter ou à refuser. C'est juste que vous décidez de suivre. Souvent, c'est les leaders d'opinion, les gens qui ont un certain nombre d'abonnés. Vous décidez de les suivre parce qu'ils vous inspirent. Mais par contre, la personne, elle ne verra pas ce que vous faites. Donc, il n'y a pas une connexion. La connexion n'est pas mutuelle. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez quand même vous connecter à la personne, c'est d'aller sur le petit plus et de choisir se connecter. Mais si vous appuyez juste sur le bouton suivre, gardez à l'esprit que la personne ne verra pas, elle ne verra pas ce que vous faites. Ce sera dans un seul sens, unilatéral, là où se connecter, c'est vraiment bilatéral, je crois, dans les deux sens en tout cas. J'espère que cette petite subtilité est claire et à présent, on va passer à l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, là, pareil aussi. À quoi est-ce que ça sert un entretien? Pourquoi est-ce que je vais y aller? Pour le recruteur, il veut voir que tu es la bonne personne. Il a déjà vu un peu avec le CV, la lettre de motivation. Il a des doutes. Hein. Il n'a pas vu. Il a des doutes. Il se dit, ouais, en effet, ça peut être un bon profil. Mais par contre, l'entretien va lui permettre de confirmer, entre guillemets, hein, parce qu'une fois dans l'entreprise aussi, il peut s'être trompé. Mais déjà de se dire, OK, je veux donner une chance à cette personne-là parce que ça me semble être un bon profil. Mais pour vous aussi, c'est dans les deux sens. OK, le recruteur, il doit s'assurer, mais vous aussi, en entretien, il faut le préparer, il faut poser un maximum de questions. Parce que par rapport aux attentes que vous aurez définies, n'oubliez pas, c'est la première étape à faire, mais par rapport à tout ça, ben, finalement, est-ce que ça correspond à ce que je veux, à où je veux aller? Il y a des candidats qui arrivent en entretien et à la fin de l'entretien, ils disent non. Hein. On leur propose le poste, mais ils disent non parce que de ce qu'ils ont entendu, ben, finalement, ils se disent non, ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Gardez à l'esprit que c'est vraiment dans les deux sens. Maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on se prépare? Avant l'entretien, première chose, je fais des recherches. Sur quoi? L'entreprise, le poste visé et moi-même. Vous-même, quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles? Quels sont vos axes d'amélioration? Quels sont vos points différenciants? Comment est-ce que vous allez illustrer ça? L'entreprise, son histoire, son activité, ses produits. Le poste, qu'est-ce qu'on va attendre de moi? Comment est-ce que je vais le dire? Quelles sont les missions incontournables? Quelles sont les missions annexes? Quel est le profil recherché pour le poste? Ensuite, il y a des questions qui reviennent quasi systématiquement. Vous ne pouvez pas aller en entretien sans avoir préparé ces questions type-là. Il y en a plusieurs. Je vous ai mis les trois principales. On va vous demander de vous présenter. On va vous demander un petit peu ce que vous avez compris de l'entreprise et de son activité. Et on va vous demander quels sont vos points forts. Pourquoi est-ce que vous êtes la personne qu'il faut pour le poste? Il y en a plusieurs. On pourra parler du salaire. On pourra parler de vos défauts. On pourra parler de ce qui vous intéresse dans le poste. On pourra vous demander aussi d'ailleurs si vous avez des questions à la fin. Donc, toutes ces questions type-là, vous devez être prêt à y répondre. Le comble serait quand même d'aller en entretien sans avoir préparé ces questions-là. Ensuite, et ça, on y pense moins. Généralement, on fait ces deux choses-là et après, on se dit, ça y est, c'est bon, je suis prête. Mais non, en fait, vous pouvez arriver en entretien et vous évanouir comme il m'est déjà arrivé. Donc, est-ce que je m'assure qu'avant l'entretien, je ne me fais pas un bon McDo Big Mac ou 3 Big Mac en mode, voilà, maintenant, je suis pleine, c'est bon, je peux y aller. On fait attention à ce qu'on va consommer avant l'entretien. On fait attention à être suffisamment en forme et à avoir eu une bonne nuit de sommeil au préalable pour ne pas apparaître les yeux gonflés ou en tout cas ne pas s'endormir pendant l'entretien, par exemple. Donc, physiquement, vous devez assurer cette préparation-là. Et le dernier point auquel on ne pense pas aussi, malheureusement, systématiquement, c'est le côté dans ma tête. Comment est-ce que j'aborde l'entretien? Vous le savez, le stress, c'est un des facteurs les plus handicapants pour les candidats en entretien d'embauche. Mais de vous dire, est-ce que mentalement, je me suis vraiment dit, est-ce que je me suis vraiment dit mentalement que j'ai tout ce qu'il faut pour décrocher le poste? Est-ce que je me suis dit que le recruteur n'est pas supérieur à moi? Je ne suis pas supérieur au recruteur. On a tous les deux un besoin. Il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. Est-ce que mentalement, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce que mentalement, je me dis que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une meilleure opportunité? J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'y vais en mode
j'ai fait tout ce qu'il faut, je me donne à fond, et puis si ça ne marche pas, ben, c'est qu'il y aura mieux. Vous devez être prêt à ça. Vous devez vous le dire et vous devez vous le vivre. Ça doit vraiment être… honnêtement, si vous faites ces 4 choses-là, je peux vous dire que vous abordez l'entretien d'embauche différemment. Rien que le premier point, c'est une étape que énormément de personnes ne font pas ou font mal. Mais plus vous en saurez sur l'entreprise, sur le poste et sur vous, moins vous serez stressé en entretien d'embauche. Et après, le reste, c'est vraiment le basique, quoi. Mais les recherches que vous allez effectuer vont vous permettre de préparer les questions types. Et ces recherches-là vont vous permettre d'être bien préparé mentalement. Et la préparation physique ensuite. Pendant l'entretien, ça, c'était le avant. Le pendant, on va parler de l'attitude. Vous me voyez là, je parle beaucoup avec les mains. C'est un tic, je crois, c'est un défaut. Mais je pense que demain, si j'ai un entretien, je vais tenir quelque chose. Là, le pire, c'est que vous ne la voyez pas, mais j'ai une télécommande, mais je parle quand même avec les mains. Je ne sais pas pourquoi. Mais si j'ai un entretien d'embauche, je vais m'assurer. Parce que ça peut être déstabilisant, ça peut être distrayant même pour la personne en face de moi qui va se dire, mais à quel moment est-ce qu'elle va poser ses mains? Ou qui va penser, est-ce qu'elle a envie de me donner un coup ou quoi avec ses mains-là? Donc, faites attention. C'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent en dire long. Peut-être sur un état de nervosité ou de stress. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment soigner avant votre entretien. Préparez-vous à se dire, si moi, je sais déjà que j'ai entre guillemets, ce tic-là, mentalement, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de bouger mes mains tout le temps pendant l'entretien d'embauche? Regardez la personne qui vous parle. Je ne parle pas très calmement aussi. Si je fais l'entretien, mais je vais devoir le travailler aussi. Donc, normalement, en entretien, vous devez vous assurer aussi de parler distinctement, de parler calmement. Et on en revient à ma manie de bouger mes mains, mais d'avoir une gestuelle posée. Je ne suis vraiment pas, ce soir-là, je ne suis pas la bonne candidate pour un entretien d'embauche, en tout cas. Mais c'est pour vous montrer les erreurs à ne pas commettre, peut-être. Ensuite, la partie technique. Est-ce que l'entretien, il est en physique? Est-ce qu'il est en visio? Si, qu'ils soient en physique ou en visio, déjà, la prise de notes, on fait attention. Il faut en prendre systématiquement, mais le but, ce n'est pas de passer tout l'entretien à prendre des notes, à regarder son cahier. Et on n'écrit pas des phrases, on prend des petits points que le recruteur aurait mentionnés qui seraient importants pour lui. Si c'est une visio, on s'assure que les réglages techniques sont OK. On s'assure que la caméra fonctionne, que le son, il fonctionne, que le cadre. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai mis un fond. Mais si vous n'avez pas un fond comme ça, assurez-vous qu'il n'y a pas le bordel derrière chez vous. Pour vous dire, moi, c'est quand même nettoyé chez moi parce que je me suis dit, la technologie, on ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment, il va disparaître. Là. Il ne faut pas que vous trouviez des choses un peu bizarres là. Donc, même avec ce fond, normalement, je suis OK. Et puis, pareil, d'un point de vue technique, on va essayer de limiter au maximum les tics de langage que vous allez pouvoir avoir. Entraînez-vous. On en a tous des tics de langage. Il y en a pour qui c'est très, très, très prononcé. Il y en a pour qui ça l'est moins. Si vous savez que vous en avez de très prononcés, entraînez-vous vraiment à les réduire parce que, pareil, ça déconcentre. Quand vous échangez en face de quelqu'un qui a des tics, et que vous le remarquez, je peux vous dire que tout le long de l'entretien, vous n'allez que voir ça en fait. Vous allez même compter. Des fois, on compte le nombre de fois où la personne a dit ça. Ah oui, encore. Et ça déconcentre complètement. Le jour J, je parle beaucoup, vous l'aurez remarqué, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais des fois, j'ai quelques secondes de silence. Vous pouvez en avoir un petit peu plus. C'est bien, le silence. L'avantage aussi avec le silence, c'est que des fois, peut-être que le recruteur va dire un truc, il ne sera même pas allé au bout de son idée, que vous allez vouloir renchérir. Le fait de laisser de temps en temps le silence laisse le soin à chaque personne d'aller au bout de ce qu'il a envie de dire. Et on peut aussi vous poser une question. Le silence, c'est je réfléchis. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque fois, je dis du tic au tac, mais je pense qu'on m'a dit qu'on ne dit pas du tic au tac. Je ne sais pas si on dit du tic au tic ou du tac au tac, mais je ne sais pas. Dites-moi dans le chat, on dit du tic au tac. Je dis du tic au tac, mais je crois qu'on ne dit pas ça. Je ne sais pas exactement comment on dit. Bref, vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac. Merci, Frédéric. Vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac. Vous pouvez à un moment aussi vous poser d'abord, accepter la question, réfléchir même, et ensuite répondre. Après, il ne faut pas faire une minute de silence non plus. Le CV, vous devez le maîtriser. Hein. Le but de l'entretien, ce n'est pas que le recruteur vous dise d'ailleurs, ici, vous mentionnez que, et là, vous regardez avec le recruteur, ah oui, j'ai dit ça ou ça. Non, vous devez savoir exactement de quoi il va parler. Si c'est mentionné, c'est que vous savez, c'est vous qui l'avez rédigé le CV. On maîtrise son CV du bout des doigts. Et le dernier point, c'est
j'ai dit hein, que vous êtes à position équivalente avec le recruteur, mais quand même, n'oubliez pas que c'est lui qui vous a convié à l'entretien d'embauche. Donc, c'est quand même plus ou moins lui qui pilote l'entretien. Je vous encourage vivement à poser des questions pendant l'entretien, mais à aucun moment, je ne vous encourage à prendre le lead de l'entretien et à devenir un petit peu, à prendre la place hein, du pilote et à devenir celui qui fait passer au recruteur l'entretien d'embauche finalement. J'ai déjà eu des retours comme ça, c'est pour ça que je le précise. Et on va conclure avec le quatrième point, c'est vraiment l'attitude générale pour vous. Si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, on reformule. Le deuxième point, là, super important, les amis, on a tendance à se dévaloriser inconsciemment, on a tendance à parler de soi de façon négative. Oui, en effet, je n'ai pas su faire ça. Oui, je n'ai pas d'expérience en tel domaine. Oui, il y a ça qui ne se passait pas bien parce qu'il était comme ci, parce qu'il était comme ça. L'entretien d'embauche doit donner l'impression que vous êtes juste la personne, mais optimiste, positive, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait où elle va et qui sait se mettre en avant. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas en vous plaignant de ce qui s'est passé par le passé que le recruteur va dire, OK, ben, elle m'a vraiment trop touché, son histoire m'a touché parce qu'elle a vécu ça, 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 du coup, je vais la recruter. On est sur du business là. Si on te recrute, c'est pour faire du job. C'est pour faire un job qui va ramener des sous à la boîte. C'est comme ça, on ne peut pas se le mentir. Donc, tu dois avoir cette posture-là de je me valorise systématiquement. Et le dernier point très, très important, ça, je pense que moi, je n'aurais pas de problème. Hein. D'ailleurs, je pense que moi, je devrais être moins enthousiaste et moins souriante. Mais de façon générale, vous devez donner envie aux recruteurs de travailler avec vous. Un sourire, ça ne fait pas de mal. Montrez l'enthousiasme. Quand on vous dit qu'est-ce que vous savez de l'entreprise, alors, quand je fais mes recherches, ben non, quand je faisais mes recherches, j'ai vu d'ailleurs que vous aviez gagné tel prix. Félicitations à vous. On veut cet enthousiasme-là. On veut se dire, on veut même que le recruteur se dise, mais elle est complètement dingo de la boîte ou quoi? Soyez enthousiaste, soyez souriant. Après l'entretien, pour conclure la partie entretien d'embauche, ça, je pense qu'il n'y a plus de débat, mais de remerciements. Obligatoire, les amis, obligatoire. Et ça, on me dit toujours, ouais, mais j'aime pas parce que ça fait comme si j'insistais trop. Non, non, non. On envoie le mail de remerciement, c'est une formule de politesse, c'est la base. Et c'est un outil qui va vous permettre de vous mettre en avant. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va remercier dans un premier temps le recruteur. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que ça s'appelle ainsi. Mais pas que. On va mettre en avant des choses qu'il nous a dites. Là, l'idée, c'est de lui dire déjà, j'étais très attentive pendant l'entretien et j'ai bien retenu que ça, c'est super important pour vous. Et par rapport à ce qui est super important pour vous, ben voilà en quoi je vous rappelle juste que moi, j'ai pu apporter ça, ça, ça. Donc, moi, je pourrais répondre à ça. C'est un petit rappel. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Si le recruteur vous dit, par exemple, ben, nous, on veut, je ne sais pas moi, on veut ouvrir, on veut accueillir des personnes qui viennent d'Espagne. Je donne un exemple comme ça, j'en sais rien. Et que vous parlez espagnol, même si pendant l'entretien, vous l'avez dit, dites-vous qu'après vous, il aura peut-être d'autres candidats. Mais le mail, c'est l'occasion de lui rappeler, juste au cas où j'ai bien compris qu'un de vos objectifs principaux cette année, c'était d'accueillir des personnes de telle nationalité. J'en profite pour vous rappeler que j'ai validé le délai, le certificat espagnol niveau B2. Vous pouvez même joindre le certificat en question. Les amis, le mail de remerciement, c'est un outil en or pour clôturer sur une bonne note. Et les choses à noter après votre entretien, est-ce que le recruteur était seul ou pas? S'il y avait d'autres personnes qui sont peut-être passées, hein, qui m'ont dit bonjour, c'est important de savoir qui. Parce que quand il y a quelqu'un qui entre, par exemple, on vous dira toujours, ah oui, ça c'est monsieur tel et il fait ça. Même si peut-être vous n'allez pas prendre le réflexe de noter tout de suite, gardez-le à l'esprit. Idéalement, ce serait bien de l'avoir après et de rajouter ces personnes sur LinkedIn. Après cet entretien, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était simple pour moi? Au contraire, qu'est-ce qui était compliqué? L'avantage avec le fait de faire cette introspection-là, c'est de se dire, ben, pour toutes les questions difficiles, je sais que lors de mon prochain entretien, on ne m'aura pas deux fois. Je vais préparer ces questions-là parce que j'ai du mal à y répondre. Et pour toutes les questions faciles, ben, en fait, ben, vu que ma réponse a plu, ben, c'est un modèle de réponse que je peux garder pour mes prochains entretiens. Et enfin, on ne part pas de l'entretien sans savoir c'est quoi la suite. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et quand est-ce qu'ils vont me faire un retour? Vous devez absolument le savoir parce que ça va vous permettre de déterminer, vous, OK, il m'avait dit retour première semaine de mai. La première semaine est terminée. Hop, j'ai mon mail qui est déjà quasiment prêt à envoyer dès le lundi suivant. Mon mail de relance. Donc, les amis, voilà ce que j'ai pour vous au sujet de l'entretien d'embauche.
Je bois un coup. Est-ce que vous êtes toujours là? Le temps que je bois un coup. Dites-moi dans le chat si vous êtes toujours dans la place, si c'est toujours clair pour vous. Oui, super, merci pour le soleil, Camille. Merci les filles. Merci Nicolas. Parfait. Super. Bon, ben, on continue avec la fameuse période d'essai. Et j'ai vraiment tenu, pour moi, c'est super important de parler de cette période d'essai parce que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur « je veux faire un bon CV, je veux faire une bonne lettre de motivation et je veux passer mon entretien ». Ce serait dommage d'avoir fait tout ça et de ne pas valider sa période d'essai. À quoi ça sert la période d'essai concrètement? Deux objectifs, aussi bien comme l'entretien pour la personne qui va vous recruter et pour vous. Le but, c'est qu'il puisse évaluer vos compétences. Parce qu'il a compris que vous les aviez. Maintenant, dans la période d'essai, il va voir, il veut vérifier qu'en effet, c'est vrai, c'est tout ce qu'il m'avait dit. Mais pour vous, ben, est-ce que moi, de ce qu'on m'avait vendu là pendant l'entretien, est-ce que finalement, c'est ces missions que je fais? Finalement, est-ce que le public me correspond? Est-ce que l'environnement de travail me correspond? Est-ce que mes collègues, est-ce que est-ce que ce qu'on me propose au travail, est-ce que les outils que j'ai, est-ce que les missions que je réalise, est-ce que tout ça me correspond? C'est les deux objectifs, donc un pour vous et un pour le recruteur. Comment est-ce que vous allez valider cette période d'essai? Ben, j'ai des points qui se sont perdus là, mais le texte, il arrivera. Le premier point, quand vous arrivez dans l'entreprise, il faut comprendre comment ça se passe concrètement. Chaque organisme, chaque entreprise a une façon de fonctionner. Chaque organisme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ici, là, à 10 heures, tout le monde prend le café, ses pauses café? Est-ce qu'à midi, tout le monde déjeune? Est-ce qu'on déjeune à la cantine? Est-ce qu'on va au resto? Est-ce que si, est-ce que ça? Comment est-ce que ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a un drive commun où tout le monde met toutes les informations? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'elles sont hebdomadaires? Est-ce qu'on s'y? Est-ce qu'elles sont ça? Vous devez, dans un premier temps, comprendre ça. Parce que si vous avez compris l'environnement et ses spécificités, vous aurez plus de capacité à vous adapter à cet environnement-là. Mais déjà, il faut le comprendre. Deuxième chose à faire, et ça, c'est très bateau, mais je le dis parce que des fois, j'ai l'impression qu'on doit donner un cours d'éducation à certaines personnes. C'est avec tout le respect, bien évidemment, que je vous dois, mais c'est super important, les amis, de garder à l'esprit que dans un cadre professionnel, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Déjà, si on parle d'un truc qui est bateau, qui peut sembler bateau, mais rien que le retard. Combien de personnes encore aujourd'hui considèrent que 9h35 au lieu de 9h30, ce n'est pas la fin du monde? Moi, je le considère parce que je suis d'origine camerounaise. Mais par respect, aujourd'hui, demain, j'entre dans une entreprise. Si c'est 9h30, ben, ce sera 9h30. Je vais même essayer d'arriver à 9h20 tous les jours, même s'il faut que je prenne le bus 1 heure avant. Donc, le retard n'a pas la même connotation en fonction des cultures. Je vous l'ai dit, chez moi, ce n'est pas la fin du monde. Et au contraire, même on dit 9h30, mais on sait que la personne arrivera à 10h. Mais par contre, on s'adapte à l'environnement où on est. Si on est dans un environnement où c'est très important, on le respecte. Et puis, les règles de vie classiques, hein, politesse, dire merci, c'est vraiment des choses bateaux, mais c'est important de le rappeler. Parce que c'est des choses qui vont être remarquées pendant la période d'essai, ça, je peux vous le dire. Troisième point que beaucoup de gens omettent aussi, c'est qu'en fait, j'y suis déjà, mais concrètement, qu'est-ce qu'on attend de moi? Parce que si tu sais ce qu'on attend de toi, tu sauras, à la fin de la période d'essai, tu sauras déjà si tu as validé ou pas. Même pendant ta période d'essai, tu sauras si tu es dans la bonne direction ou pas. Quels sont les objectifs? Est-ce que mes objectifs sont définis? S'ils ne sont pas définis, demandez-leur. Vous allez accueillir un public. L'objectif s'appelle le taux de satisfaction des présentations que vous allez faire, des animations que vous allez mettre en place. Ça peut être un des objectifs. L'objectif, ça peut être, je ne sais pas, le nombre de personnes que vous allez pouvoir gérer en une journée, en 1 heure. Je ne sais pas quels peuvent être les KPI, mais tous les métiers ont des indicateurs de performance. Donc, vous devez absolument connaître vos indicateurs de performance parce que c'est ça. Si vous avez vos objectifs, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Pourquoi est-ce qu'on vous dirait non, on ne veut pas de vous, à part si vous n'avez pas respecté les règles de vie? Le quatrième point, et ça aussi, pas beaucoup de personnes font ça, c'est on me donne mes objectifs. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben ça, c'est mon objectif, je vais faire ce qu'on me demande et puis je m'arrête là. Mais l'idée, quand même, c'est de montrer que tu peux aller au-delà de ce qu'on te demande. Tu as remarqué qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu as remarqué qu'il y a une chose qui pourrait être différemment. Qu'on pourrait gagner du temps en faisant quelque chose. Ben, tiens, je vais prendre cette initiative-là, je vais la proposer à mon manager et s'il la valide, ben voilà, ce sera fait. Ben, t'inquiète pas que quand l'initiative sera mise en place et qu'on se dira, OK, qui a mis en place cette initiative, ben, c'est ton nom qui apparaîtra. Et si ton nom passe 2-3 fois au sein de l'organisme,
Demain, si on ne valide pas ta période d'essai, je pense que tu ne seras pas le seul à ne pas comprendre pourquoi et comment. Donc, les initiatives, super importantes. Le 5e point, c'est la formation. Et ça, j'insiste parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens moi personnellement. Et ça ne vaut pas que pour la période d'essai, les amis. Vous devez être en position de formation continue. Vous devez apprendre quelque chose tous les jours, que ce soit à travers un documentaire, un article, un post LinkedIn, je ne sais pas, un livre, tout ce que vous voulez. Mais plus vous vous formez, plus vous gagnez en expertise, plus vous devenez incontournable. Les gens qui sont incontournables sont les experts dans ce qu'ils font. Et tous les métiers ont des experts. Il y a des CIP qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Ça, c'est sûr et c'est clair et net. Il y a des CIP dont on ne peut pas se passer. Il y a des CIP qu'on peut… En fait, l'idée, c'est qu'on entend tellement parler de vous, déjà que ça passe d'oublier au sein de l'organisme et au sein d'autres organismes, en fait. C'est ça que vous devez avoir comme posture. Parce que si demain, vous avez cette posture-là, je peux vous dire que, de un, ils ne vont pas vouloir se séparer de vous. Et de deux, même s'ils le font, ben, normalement, vous n'aurez pas de peine à trouver autre chose. Parce qu'on aura déjà entendu parler de vous. Formez-vous systématiquement. Devenez expert en ce que vous faites. Et le dernier point, pour valider la période d'essai, c'est ne vous cantonnez pas sur « OK, ça, c'est mon manager, ça, c'est l'équipe, s'il y a une équipe. Et s'il n'y a qu'à eux là que je parle, il n'y a qu'avec eux que je déjeune, il n'y a qu'avec eux que je fais ma vie. » On a parlé de réseautage tout à l'heure. Le réseau, il se construit en s'ouvrant. Je vais aller regarder ce qui se fait dans d'autres villes, peut-être au sein du même organisme, mais je vais contacter des personnes qui font le même métier que moi dans d'autres villes. Je vais essayer d'échanger avec d'autres personnes. Pareil, faites-vous connaître. Il faut qu'on parle de vous. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais même si ce n'est pas, c'est-à-dire, ne vous faites pas connaître parce que vous êtes celui qui parle beaucoup et tout, mais faites-vous connaître par vos actions. Mettez en place les bonnes actions et je peux vous dire que la question de valider ou pas ne se posera même pas. Même vous n'allez même plus vous poser cette question-là. Ce sera un automatisme. Les amis, voilà ce que j'avais pour vous pour la période d'essai. Est-ce que c'est clair aussi? Et on va conclure après avec… on va conclure la présentation. Merci, Sabrina. Bon, ben super. OK. On conclut avec… donc ça, je l'ai rajouté, je n'en ai pas parlé dans le plan, mais je l'ai rajouté parce que je trouvais que c'était super important. Parce que, donc, moi, ça fait 2 ans que je fais ce métier, bientôt 2 ans, et j'échange au quotidien avec les personnes en recherche d'emploi, au quotidien. Et je peux vous le dire, en plus, vous le savez, je poste beaucoup sur les réseaux. Je peux vous dire que des fois, j'ai des commentaires de candidats, et quand je lis le commentaire, au fond de moi, je me dis, je comprends pourquoi tu es encore en recherche d'emploi. Sincèrement, il y a souvent chez les candidats un véritable problème d'attitude. Et ça, c'est honnête et vraiment très sincère ce que je vous dis. Et ce qu'on va voir là tout à l'heure, pour moi, si vous avez cette attitude-là, vous n'allez pas galérer pour décrocher votre CDI. C'est impossible. Tous les gens qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à décrocher leur poste, il y avait au moins un de ces trucs qui manquait, au moins. Donc là, moi, je vous livre tout là. Maintenant, à vous de vous dire ça c'est coché, ça, c'est pas coché, il va falloir que j'y travaille. Première attitude à avoir, c'est la proactivité. Les amis, ce n'est pas en restant sur le canapé. En plus, je pointe mon canapé qui est là, donc si vous le voyez. Ce n'est pas en restant sur le canapé et en appuyant, envoyer sur Indeed, comme ça que les choses vont se passer. La recherche d'emploi, c'est l'activité, c'est l'action. J'envoie des messages que je personnalise. Je sors, je vais dans des salons. Excusez-moi, là, je crie, hein, c'est l'émotion. Je sors, je vais dans des salons, je vais dans des conférences. Là, on a parlé de l'EME, ben, je vais me renseigner derrière si la formation vous intéresse. Je vais me renseigner, je vais essayer de rentrer en contact avec Isabelle qui est là. On est réactif, on est actif. Et quand je dis réactivité, il y a des gens qui sont en recherche d'emploi, ils envoient des CV, lettres de motivation. Ils oublient même qu'ils ont envoyé. On envoie un mail, ils ne vérifient pas leur spam, ils ne vérifient pas leur mail et ils passent à côté des opportunités. On en parle des spams, les amis. J'ai déjà eu des retours de personnes qui m'ont dit l'invitation à un entretien est restée dans mes spams pendant je ne sais pas combien de temps. Vous êtes en recherche d'emploi, vous devez tout checker au quotidien. Réaction, action. Deuxième point que la plupart des candidats ne font pas, en tout cas ceux pour qui ça ne marche pas, ils ne sont pas organisés. On n'envoie pas des candidatures comme ça juste pour dire ben, c'est bon, j'ai envoyé. Je tiens un tableau de suivi. Aujourd'hui, à telle date, j'ai envoyé telle candidature, je mets le lien de l'offre d'emploi, hein, j'enregistre le PDF et je le mets parce que demain, si on m'invite à l'entretien, il faut que je revienne sur cette offre d'emploi-là. J'ai eu telle personne, j'ai personnalisé,
et j'ai envoyé à telle personne, à Madame Décriche, qui est responsable pour l'alternance de telle entreprise, voilà son contact. Et voilà la date. Donc, voilà la date à laquelle je prévois de relancer si je n'ai pas de retour. Est-ce que j'ai eu un retour, si c'est positif ou négatif? Vous devez avoir un tableau de suivi de candidature, les amis. Obligatoire. Troisième chose qui manque généralement, c'est qu'ils sont dans leur coin. Vous êtes dans votre coin, alors que vous devez, par définition, si vous visez un poste, vous devez vous faire du réseau autour des personnes qui font déjà ce métier. Les gens sur LinkedIn sont très ouverts, hein, très sincèrement. S'ils ne le sont pas, c'est peut-être parce que vous n'y prenez pas de la bonne façon. Mais là, je suis sûre que vous, tout ce qui est présent, moi, aujourd'hui, je suis coach emploi. Si demain, j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui me dit « Hello Chloé, j'apprécie énormément ce que tu postes sur LinkedIn, notamment tel post qui m'a super parlé. Et d'ailleurs, tu es peut-être une source d'inspiration pour moi et demain, j'aimerais devenir coach emploi. Est-ce que tu accepterais de m'accorder 5-10 minutes pour m'expliquer un petit peu ton parcours et me dire les choses auxquelles il faudrait que je fasse attention ?» J'ai jamais reçu un tel message. Je reçois un message comme ça, vous vous doutez bien que jamais au grand jamais je ne dirai non. C'est la mise en forme qui fait souvent défaut. Ce n'est pas « Hello Chloé, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour que je te pose des questions autour de ton poste ?» Ça, c'est le genre de message que je reçois. Mais jamais les messages ne sont portés sur ma personne. Pourquoi est-ce que tu veux que je t'accorde 5 minutes? Commencez toujours par parler des personnes, par mettre en avant le fait que je te suis, je sais ce que tu fais, j'apprécie ce que tu fais et c'est pour ça que j'appelle. On est tous des humains, on adore les flatteries. Faites-le, profitez-en. Donc, on s'entoure des personnes qui font le métier qu'on vise et des personnes, et donc là, je ne suis pas la seule, il y a plein de coachs emploi, il y a plein de personnes qui donnent des conseils. Mais vous vous doutez bien que si au bout d'un moment, votre CV ne vous fait pas décrocher des entretiens, c'est qu'il y a un problème. Faites donc des recherches, trouvez des personnes qui donnent des conseils autour du CV. Quatrième point, beaucoup de candidats ne savent pas gérer les refus. Bon, excusez-moi, là, je ne vais pas non plus dire que c'est vous qui êtes là personnellement, mais souvent, on rejette la faute sur les autres. Ah, mais moi, je n'ai même pas eu de réponse. Ouais, il m'a répondu à peine à envoyer, j'ai eu un retour négatif. Ou il m'a répondu une semaine après, mais je n'ai pas compris, ça s'est très bien passé, mais j'ai un retour négatif. Les amis, plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer les refus. Mais si vous-même, déjà, vous ne vous remettez pas en question, vous allez refaire les mêmes erreurs et réavoir des refus. Je ne dis pas que c'est systématiquement de la faute du candidat, loin de là. Mais je dis juste que votre rôle en tant que candidat, parce que on ne contrôle pas les autres. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire les recruteurs doivent être ci, doivent être ça. Je ne contrôle pas les recruteurs. Par contre, je contrôle moi ce que je fais et les actions que je pose. Donc, moi, mon rôle en tant que candidat, c'est de dire, OK, j'ai eu un mail de refus suite à un entretien. Qu'est-ce que je fais? Première chose, c'est déjà je digère, parce que oui, ça fait mal, je comprends. Deuxième chose, je réponds aux mails. Je veux comprendre, surtout si vous avez l'impression que tout s'était bien passé. Concrètement, alors, je suis déçue, mais en effet, je peux comprendre. Hein. Est-ce que vous serez OK pour partager avec moi la raison de ce refus pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines? Et si vous êtes d'accord, je veux bien quand même vous rajouter, si ce n'était pas encore fait, vous rajouter dans mon réseau LinkedIn. Ce n'est pas parce qu'il a dit non aujourd'hui que demain, il dira non. On questionne et on met en place des axes d'amélioration s'il le faut. J'ai terminé, les amis. Donc, je reviens juste sur les 4 points super importants pour votre recherche d'emploi. La proactivité, l'organisation, l'entourage et la gestion des refus. Et là, je vous le dis vraiment, à chaque fois, il y a au moins un de ces 4 points chez les candidats qui m'écrivent et qui me disent « ça fait très longtemps que je n'ai pas, que j'envoie des candidatures et que je n'ai pas de retour ». Comme j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé pendant quasiment 1 heure là, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer que tout a été clair, que tout a été clair. Parce que là, Frédéric, je vous vois là, et c'est très clair, Camille qui me dit ultra enrichissant. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est d'être sûr que c'est vraiment, que c'est vrai là, que c'est la vérité vraie, comme on dit au Cameroun, que c'est vrai ce que vous me dites. Donc, on va faire, si vous êtes OK, on va faire un petit jeu, juste pour vérifier que tout a été bien clair. Avant de me lancer dans le jeu, je vois que vous êtes 16. Je veux que vous me mettez dans le chat au moins OK pour que je puisse lancer le jeu et que je vois une participation de tout le monde. Parce que là, s'il y a des gens qui sont là mais qui ne participent pas, Nathalie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je compte, je vous vois. Je vais vous appeler sinon. Après, peut-être qu'il y en a qui sont venus et qui ont mis et qui ont juste mis la vidéo, mais qui ne sont même pas là. Donc, en tout cas, j'ai vu ceux qui sont là. Merci à vous d'avoir répondu. Je compte donc sur vous pour participer au jeu. Première question, si vous êtes prêts.
Quelles sont les catégories qui sont obligatoires dans un CV? À chaque fois, c'est A, B ou C, ou ça peut être A, B, A, C ou ABC. Le titre, la formation ou les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui est obligatoire dans un CV? Tout le monde a l'air d'être d'accord. Mélanie qui dit C et Charles qui dit A. Mélanie, je ne sais pas à quel moment de la présentation tu es arrivée. Charles, je ne sais pas non plus. Mais, et Johanna qui dit A, alors qu'elle est là depuis le début. Hein. Mais bien évidemment, c'est A et B. La formation aussi, c'est une catégorie très importante. Et les amis, peu importe votre niveau de formation, même si vous me dites je n'ai pas le bac, là, on l'a dit, hein, si vous faites la formation CIP, ben, vous aurez déjà cette formation à venir à mettre. Ça peut être des certificats aussi. A et B. Félicitations à tous ceux qui ont eu la bonne réponse. Félicitations à Charles et Johanna et à Mélanie pour avoir eu la réponse à moitié. Question numéro 2. La lettre de motivation, ça sert principalement à quoi? Si vous vous souvenez, je vous ai présenté l'utilité de la lettre de motivation. Ben, est-ce qu'il y a, tout le monde a l'air d'être d'accord dans le chat, assez, voilà, vous êtes de très bons élèves aujourd'hui, en effet. L'aide de motivation, 2 objectifs, je suis intéressée par le poste et par l'entreprise et je suis le bon profil pour le poste. Quel type de recherche on doit effectuer avant son entretien? L'entreprise, des recherches sur soi ou des recherches sur le poste. Ah ben là, je pense que je peux aller me coucher tranquille. À part, je crois que c'est Sandra qui a oublié, en effet, le B. Vous devez savoir ces 3 choses-là avant. Merci. Super, Charles. Félicitations à tous. Avant votre entretien, un maximum de recherche. Question suivante. Qu'est-ce que je dois faire absolument après mon entretien? A, B ou C? Absolument. Juste après mon entretien, qu'est-ce que je dois faire? Yes. Félicitations. Oh, je suis trop contente là. Là, je me dis, trop contente. Merci. Super. On est d'accord, c'est le C. Et on termine avec les 2 dernières questions. Qu'est-ce que vous devez absolument exactement, Sabrina? C puis B si je n'ai pas de retour. Donc, d'abord, j'envoie le mail de remerciement et si je n'ai pas de retour, j'envoie le mail de relance. Qu'est-ce que je dois absolument connaître en période d'essai? Quels sont mes objectifs? Quels seront mes collègues? Et quelle sera la culture de l'entreprise? Ah! D'ailleurs, je suis en train de me dire peut-être que je me suis… Ouais, en effet. Les 3, les objectifs, c'est obligatoire. La culture de l'entreprise, c'est, si vous vous souvenez, on est un peu sur la première partie qui est l'environnement. Comprendre dans quel environnement est-ce que j'évolue. Comprendre quel est l'objectif de l'entreprise. Et puis, on a parlé des fameux collègues au sein de mon département et en dehors de mon département. Félicitations à tous. Dernière question, j'espère qu'on va terminer en beauté. Il ne faut surtout pas échanger avec des collègues non directs. Vrai, faux ou ça dépend? A, B ou C? Nicolas, c'est-à-dire que, est-ce que tu dois échanger avec des gens qui ne sont pas dans ton département, par exemple? C'était ça la question. C'est ça que j'appelle des collègues non directs. Ça dépend, Charles qui dit, ben en fait, non, c'est faux, Charles. Ça ne dépend de rien. Échanger pendant la période d'essai, excuse-moi, Nicolas, ça n'a peut-être pas été clair, mais de façon générale, dans une entreprise, est-ce que tu dois échanger uniquement avec tes collègues? Excuse-moi, Nicolas. Mais oui, vous l'avez bien dit, hein, c'est faux, ça ne dépend de rien du tout. Charles, de quoi est-ce que ça pourrait dépendre? Le but, c'est de s'ouvrir aux autres. À quel moment est-ce que tu dis non, moi, je ne veux pas échanger avec les collègues qui ne sont pas mes collègues directs? Dis-moi, Charles, peut-être qu'il y a un truc en particulier que tu voulais dire, mais en réalité, c'est une recommandation que je vous donne surtout en période d'essai, c'est de vous ouvrir aux autres. Ben voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est… Oui, Sabrina, si on bosse à la CIA, en effet, peut-être. Peut-être. OK, Charles qui n'avait pas bien saisi. Merci à tous pour votre écoute. Avec grand plaisir, je vais laisser du coup Isabelle reprendre le lead. Avec grand plaisir. Merci.
Merci Chloé, tes explications nombreuses, denses. Je crois que tout le monde a pris des notes. Super intéressant. Mais je pense que il doit rester des questions sans doute. Je vais vous proposer donc d'ouvrir le temps dédié promis en début de webinaire pour ce qu'on appelle donc la foire aux questions. On vous propose en fait de scanner le petit QR code ou prendre le lien que je vais mettre dans la discussion qui vous donne accès à un formulaire de prise de contact pour avoir plus de renseignements, alors spécifiquement sur l'alternance ou bien sûr sur le volet de recherche d'emploi. Hein. Hop, je vais vous mettre dans le chat tout de suite pour ne pas l'oublier. Mais vous avez peut-être déjà des questions que vous voulez poser directement, donc soit à Chloé, soit à moi, donc soit sur le sujet de la recherche d'emploi, soit spécifiquement sur la formation pour devenir CIP. Donc là, c'est. Il y a Nicolas qui a une question. Alors. Nicolas, du coup, je vais peut-être réactiver son. Je ne sais pas si je peux. Hop, ouais. Est-ce que tu vois sa question, Isabelle? Il y a Nicolas qui demande, faites-vous une présentation pour le titre de formateur pour adultes? Alors, ce que je propose de faire, du coup, c'est qu'on vous rappelle, Nicolas, pour vous donner ces informations-là, puisque alors effectivement, il y a des réunions d'information sur également le titre de formateur pour adultes, donc c'est avec plaisir qu'on va se rapprocher de vous. Je vous invite quand même, alors moi j'ai noté votre intérêt, je vous invite quand même à soit aller sur le formulaire, soit via le lien, soit le QR code, effectivement, pour qu'on puisse prendre contact avec vous, qu'on ait bien votre numéro de téléphone, puisque là, je pense que à mon niveau, j'aurai votre mail. Alors, les réunions pour répondre, alors sont soit en présentiel, soit en visio, soit on fait des rendez-vous en individuel aussi pour vous renseigner. Alors, pas de souci. Merci Camille, bonne soirée. Alors, donc j'ai une question, je crois, qui est pour moi là, sur ton métier de coach emploi dans lequel tu t'es épanoui, comment as-tu fait pour en arriver là? Ben, c'est drôle parce que j'en ai parlé ce matin, j'ai une newsletter et j'en ai parlé ce matin, et pourtant j'en parle pas souvent, mais je suis tombée dedans par hasard, hein, ma chère Nathalie, parce que j'ai eu l'habitude de refaire les CV de mes proches et généralement, ils avaient le poste. Donc, à un moment, je me suis dit, ben, peut-être que j'ai un talent pour faire des CV. Et quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai fait la liste de ce que je savais faire et ça en faisait partie. Et vu enfin, j'ai pris conscience de l'impact que je pourrais avoir si je faisais ce métier-là, mais vraiment à 100%. Donc, j'ai décidé d'opter pour ça comme reconversion professionnelle. C'est vraiment parti de là. C'est un pur hasard. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nathalie. J'ai Sabrina. Super Mélanie, très très bonne soirée à toi, à bientôt. Donc j'espère que vous avez tous pris le lien d'inscription pour vous faire appeler par une personne de l'EME. Et puis si vous avez besoin, de toute façon, vous avez l'email aussi. N'hésitez pas à rappeler, n'hésitez pas à réutiliser l'email. Laurence, t'inquiète pas, je vois toutes les questions. Je n'allais pas oublier la question des MOOC de Sabrina. Merci pour le rappel. Sabrina qui dit comment valoriser des MOOC sur le CV, s'il vous plaît. Ça dépend déjà des MOOC que tu as fait et tu les mets soit dans la formation, soit dans les compétences. Et les valoriser, c'est mettre en avant le titre du MOOC. Il y a un certificat. Donc, s'il y a un certificat, je ne sais pas s'il y a des notes sur les MOOC, je ne crois pas. Juste mettre le titre du MOOC et t'assurer surtout que le MOOC il soit en phase avec le métier que tu vises. Parce qu'il y a MOOC et MOOC. Hein. Si c'est pour être CIP et que tu as fait un MOOC sur, je ne sais pas moi, sur de la comptabilité analytique ou quelque chose comme ça, il n'y a pas plus vraiment de pertinence à le mettre dans ton CV. Donc, t'assurer que tes MOOC soient en phase avec le métier que tu vises et les mettre soit dans tes compétences techniques, soit dans la formation. Tu peux mettre le nom du MOOC. Ben voilà, super. Donc ça, tu peux le mettre dans ta formation. Parfait, Sabrina.
Avec grand plaisir. Oui, Nathalie, complètement. Complètement. Et je ne suis pas la seule, hein, d'ailleurs, je pense. Hein. Donc, oui, de toute façon, tout est possible, hein, par définition. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Là, je pense que, Laurence, dis-moi, je pense avoir répondu à tout, là. Du coup, donc, on a répondu à la question de Nicolas aussi. Ah, Johanna, je pense, a posé une question. Attends. Ah, je ne l'ai pas vu. Oui, je crois tout à l'heure, j'ai vu passer une question. Johanna? Je l'ai enlevé. Ah, Ben voilà, et pourtant tu l'as posé, j'ai question vu éphémère. passer là. Non, Pourquoi tu l'as enlevé? non, c'était pour savoir si c'était possible de la faire à mi-temps en entreprise. Ah, La formation de CIP en alternance, de la oui, faire 50% en théorie et 50% en pratique. non, les 100% en théorie, mais en pratique, 50%, quoi. Parce que moi, je suis en situation de handicap et je vais devoir travailler à temps partiel, en fait. D'accord. Alors, effectivement, le format actuel posé, c'est 1 semaine, 3 semaines par mois. Après, donc cette formation est accessible en alternance, donc que ce soit en apprentissage, en contrat pro, ProA, etc. Et effectivement, donc la durée peut être modulable en fin de compte dans le temps en fonction des cas, des cas particuliers des personnes. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut discuter en individuel sur les solutions à apporter. Ça, c'est le cadre général, effectivement, et il y a des adaptations. Ok, merci. Alors, typiquement aussi, alors pas par rapport à la durée, comme je le disais, formation accessible en alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat de pro, on a tendance à penser que c'est uniquement accessible aux personnes qui ont une vingtaine d'années, profil très jeune, mais non, il y a des spécificités en fin de compte qui permettent d'avoir une adaptation. Donc, il n'y a pas de règles, ce n'est pas figé en fin de compte. Ouais. Donc ça, on en discute avec vous lors d'un entretien individuel pour poser les choses. Et puis, avec le financeur, on pose la question du meilleur aménagement possible. Et voilà, l'accès à la formation n'est pas limité au tout jeune public et au contraire. Et petite question, si je peux me permettre, voilà, je viens de faire la formation FPA donc avec Chloé. Je voudrais donc m'orienter vers le CIP. Donc, il y a des compétences qui sont en commun. Est-ce qu'il y a possibilité de faire seulement certaines compétences et puis, Alors, ça, on le voit aussi au niveau des dispenses possibles, de voir s'il y a des passerelles. Ouais. En fin de compte, entre les deux titres. C'est quelque chose qu'on doit poser aussi. Et ça jouera en fonction de la durée de formation et l'aménagement peut être ajusté du coup en fonction de ça. Très bien, merci. Sandra, ça fait plaisir de te voir. Tout à l'heure, je ne te voyais pas, comme j'ai coupé la présentation. Maintenant, je te vois. Est-ce que tu as une question d'ailleurs? Peut-être que tu as une question pour nous, Sandra. N'hésite pas en tout cas. C'est le financement, comment il peut se faire? Alors, le financement de la formation, du coup, alors, on est sur un contrat d'alternance. Donc, mais quoi qu'il arrive, la formation est prise en charge par le LOPCO, en fin de compte, de l'entreprise avec laquelle vous signerez votre contrat de travail. D'accord. Et peut-on avoir de l'aide pour avoir une alternance? Parce que des fois, c'est un peu difficile. Donc, alors, nous, côté organisme de formation, on recherche constamment des entreprises partenaires. Donc, on a des entreprises qui font appel à nous parce qu'elles sont demandeuses d'agrandir leur équipe. Et effectivement, pourquoi pas par le biais de l'alternance. Alors, plus on multiplie les recherches aussi avec vous, et puis plus on a du succès à la clé. L'avantage pour vous de rechercher une entreprise aussi, c'est de rechercher dans votre périmètre géographique. Comme je disais, la formation a lieu donc en distanciel pour la partie théorique et en immersion. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est de trouver une entreprise qui est assez proche de chez vous. Et c'est pour ça qu'on a conçu la formation dans ces modalités-là,
puisque on a remarqué qu'il y avait une offre de formation certaine, mais souvent à grande distance du domicile, etc., et que ça peut être un frein finalement. Ça limitait l'accès à la formation. Donc, bien sûr, nous, on tient compte évidemment de la localité, de votre domiciliation, pour proposer une entreprise plus proche de chez vous. Mais bon, voilà, certainement aussi que vous avez possibilité de faire des démarches de votre côté. D'accord. D'accord. Mais elle peut être financée par le CPF ou pas? Enfin, si on ne trouve pas ou… Dans ce cadre-là, on reste Non. vraiment sur de l'alternance avec toutes les possibilités que ça permet. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Donc, je vous invite vraiment à renseigner le formulaire. Je prendrai contact avec vous et on pourra discuter ensemble. Vous pourrez poser vos questions aussi peut-être plus librement ou des questions qui vont émerger. Vous dites, ah tiens, j'ai pas pensé poser cette question-là, mais finalement, ça me tracasse un petit peu. N'hésitez pas, vous remplissez le formulaire. Moi, je prends contact avec vous dans la foulée et puis on en échange. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux, comme le disait Chloé. Alors, sur les réseaux, vous verrez les actualités. Alors, sur évidemment notre univers, l'univers de la formation, sur les thématiques qu'on déploie aussi. Et puis, sur l'actualité, donc l'organisation des salons, c'est aussi l'occasion de rencontrer des entreprises sur place qui recherchent des CIP. On a souvent des partenaires et partenaires sociaux qui sont présents sur les salons. Donc, nous, on diffuse toutes ces informations-là, de l'organisation des salons sur lesquels on est présent d'ailleurs. Et puis, c'est l'occasion aussi d'avoir des petits trucs et astuces, des conseils, des petits outils sympas qui facilitent la vie au quotidien. Et puis, surtout, vous pouvez bénéficier de notre réseau et rentrer dans notre communauté. Donc, on est sur Insta, Facebook et LinkedIn. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps avec nous ce soir. C'était très agréable, très sympa. Moi, j'ai bien ri aussi. Alors voilà, on a appris des choses, on a passé un bon moment, je pense. Donc, on peut continuer des choses donc, en restant en contact, pourquoi pas sur les réseaux. Et puis, sinon, j'aurai plaisir à prendre contact avec vous pour vous renseigner plus précisément donc, sur le CIP ou ma collègue sur la formation de formateur ou autre. Ce sera avec plaisir. Merci Chloé. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à Léon. Avec plaisir. Eh bien, bonsoir à tous et puis peut-être à bientôt.